Bonjour à tous et toutes. Nous avons souhaité cette présentation de l'évolution du décret de compétences infirmier, qui est important que vous connaissiez puisque ça va être aussi le cadre dans lequel vous allez travailler. Vous verrez que ça s'inscrit dans un contexte d'évolution de la santé, donc avec davantage de compétences données aux infirmiers et aussi bien sûr des responsabilités dont il faut avoir conscience. Je pense que c'est important que vous soyez attentifs pour comprendre ce qui va être demandé et attendu des infirmiers et de leur place en leur donnant davantage de compétences dans le contexte de la santé en général, puisque ce n'est pas qu'un contexte hospitalier. Pour cette présentation, nous avons prévu donc un rappel sur la procédure législative en France, très rapidement, pour que vous compreniez le contexte dans lequel la loi s'inscrit, bien sûr. Un contexte qui est en rapport avec les évolutions à la fois du monde de la santé et de la profession de manière générale. La loi du 27 juin pour laquelle aujourd'hui on réunit et le décret qui lui date plutôt du 24 décembre 2025 qui est relatif aux activités ou compétences de la profession infirmière. Le rappel sur la procédure législative en France. Il est important de bien avoir en tête qu'il y a deux domaines spécifiques, un domaine législatif et un domaine exécutif. Le domaine législatif concerne la loi et la loi s'applique à tous sans exception. On est censé la connaître et on est censé l'appliquer. Elle est délibérée, rédigée, amendée, votée par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Une fois que cette loi est promulguée et sortie au journal officiel, nous avons ensuite tout ce qui est du domaine exécutif, donc les décrets, les arrêtés, les circulaires qui vont nous donner les directives pour mettre en application cette loi. Donc les décrets sont l'application directe de la loi et ils émanent du gouvernement. Et ensuite, nous avons des arrêtés et des circulaires qui peuvent être soit du gouvernement, soit d'un ministre en particulier, soit d'une région. Et la circulaire, c'est tout ce qui doit être appliqué des textes dans notre quotidien. Donc, et vous avez, pour regrouper l'ensemble de ces textes, lois, décrets, arrêtés, circulaires, des codes qui regroupent l'ensemble par thème. On a par exemple le code de travail et pour nous avons par exemple le code de la santé publique. Je vais aborder le contexte des évolutions. En effet, pourquoi le métier d'infirmier évolue, en tout cas pourquoi la réglementation du métier d'infirmier évolue, pour des raisons diverses et variées, et d'une par rapport effectivement au fait que le système de santé français traverse une crise profonde que vous connaissez, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour vous, avec une pénurie de soignants, je dis pas d'infirmiers, mais une pénurie de soignants, aussi bien médicaux que paramédicaux, en fonction des spécificités. Également, le vieillissement et l'augmentation des maladies chroniques. C'est vrai que le profil maintenant de la population et le profil des patients a évolué. En tant qu'infirmier, vous allez prendre en charge un certain nombre de patients âgés et surtout un certain nombre de maladies chroniques. De ce fait-là, il faut être formé en fait, à la prise en charge de ces profils patients. Et puis également les déserts médicaux. Au niveau de la France, tout le monde n'a pas accès au système français et donc il est important qu'on fasse évoluer aussi ce métier pour permettre à chaque citoyen d'avoir accès, quelle que soit sa résidence. La volonté d'élaborer en fait cette loi, elle est pour adapter l'offre de soins aux besoins du territoire et ça, quel que soit le territoire, de fluidifier aussi les parcours de santé, qu'on soit entre la ville, l'hôpital, mais que les choses soient plus simples. Et puis aussi de renforcer la première ligne de soins dans un contexte de désertification médicale. Vous allez voir que en tant qu'infirmier, il n'y aura plus besoin, en fonction évidemment d'un cadre qui sera donné, d'avoir une prescription médicale pour aller consulter un infirmier. Et donc ça, c'est important qu'il puisse y avoir en effet cette possibilité qui est donnée là. Alors concrètement, la loi du 25 juin 2025, on est d'accord tout de suite que notre profession d'infirmier a toujours été régie par une loi et ce n'est pas cette loi qui change ça. C'est une nouvelle loi qui apporte des nouvelles responsabilités, des nouveautés, mais notre profession a été déjà régie par une loi de 2004, pour le coup, celle qui était en application sur notre référentiel métier. Cette loi sur la profession infirmière, c'est un texte qui fonde en effet le cœur de notre métier, mais qui vient surtout apporter des nouveautés. La loi, de manière générale, elle précise ce que les infirmiers peuvent faire, ce qu'ils doivent faire et ce que la société attend d'eux. On fait également cela pour répondre aux besoins de la société.
bien évidemment. C'est l'enjeu du législateur et des politiques. La loi de 2025, elle constitue une réforme du système de santé français, elle s'inscrit dans ce contexte et elle reconnaît pour la première fois la pleine autonomie, la responsabilité des infirmiers. Ça, c'était pas nouveau, mais par contre, elle apporte une nouvelle diversité dans nos missions et elle va pouvoir permettre de répondre au contexte qu'on vous a exposé. Quelles sont ces nouvelles missions? L'infirmier devient un acteur de premier recours autonome, c'est-à-dire que jusqu'à présent, et on va le voir avec une illustration un peu plus concrète après, il fallait passer par un médecin pour pouvoir avoir accès à une infirmière, par exemple libérale, ou accéder à des soins infirmiers au sein d'un hôpital. Là, on porte aussi la notion de consultation infirmière, même si on est d'accord que certains services avaient déjà recours à ces consultations, mais là, pour le coup, c'est inscrit dans la loi, c'est inscrit dans nos missions. Le diagnostic infirmier, vous allez dire, c'est pas nouveau non plus, c'est pas quelque chose pour lequel on apporte une nouveauté, mais il n'était pas en tant que tel décrit dans la loi. C'est-à-dire qu'on parlait de raisonnement, on parlait de jugement. Et là, pour le coup, ça devient une responsabilité pleine et entière de l'infirmier de poser un diagnostic, de poser un jugement qui vient souvent en complément d'un diagnostic médical, bien sûr, qui lui serait plus sur la pathologie et nous, on serait plus sur le vécu, les conséquences de la maladie que peut avoir le patient, sa famille, les usagers de manière générale. Et du coup, ce diagnostic est pleinement reconnu dans la loi comme étant le socle de l'analyse et du jugement infirmier. Une notion qui est importante aussi et qui va se développer, pour lequel on n'a pas encore tous les textes d'application, comme on va vous le dire Catherine après, c'est la notion de prescription. Ça aussi, c'est pas grande nouveauté, parce qu'il y avait certains médicaments, dispositifs plutôt, qui étaient autorisés en prescription, mais qui étaient dans le cadre de protocoles de collaboration ou très réduits, par exemple le renouvellement de certains médicaments. Là, en première intention, certains médicaments pour lesquels on aura une liste plus tard pourront être prescrits par l'infirmier directement. L'activité de l'infirmier passe aussi par le Code de la santé publique, son respect de ce code et de déontologie dans le cadre de son rôle propre et sur prescription en coordination avec les autres professionnels de santé. Donc ces éléments sont repris entre guillemets, qui dit que l'exercice de la profession, l'infirmière entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. Ces éléments ne sont pas encore très précis. On attend un arrêté qui devrait normalement être publié d'ici juin 2026, notamment concernant ces fameuses listes de médicaments que l'infirmier aura le droit de prescrire et les examens complémentaires. Et concernant la pose de diagnostic, c'est des choses que vous faisiez déjà, bien évidemment, vous l'avez déjà eu dans vos formations, mais ce n'était pas aussi bien clairement dit dans le métier, dans la loi, et donc maintenant, ça l'est beaucoup plus. Le deuxième point, c'est les sciences infirmières qui sont inscrites dans le Code de santé publique. Et la France, du coup, avec cette nouvelle loi de juin 26, s'aligne sur les standards internationaux en termes de recherche en soins infirmiers. Et au niveau du référentiel de formation, on en parlera plus tard, on s'aligne aussi avec ce qui était attendu au niveau européen par rapport au grade de licence. Le troisième point, c'est le rôle infirmier qui est redéfini en précisant plusieurs de leurs missions et de leurs socles. Donc notamment la dispensation des soins préventifs, curatifs, palliatifs et relationnels, qui sont destinés bien évidemment à la surveillance clinique, à évaluer et contribuer à la conciliation médicamenteuse. Donc ça sera d'autant plus, avec l'élément que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait d'avoir la possibilité de prescrire des médicaments, on aura un regard sur justement cette conciliation médicamenteuse beaucoup plus affirmée qu'aujourd'hui. L'infirmier va également contribuer à l'orientation de la personne et du coup à la coordination de son parcours de santé. Il va également participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l'éducation à la santé au travail, à la promotion de la santé, à l'éducation thérapeutique et également à l'entourage, pas que de la personne soignée, mais également de son entourage. Il va participer aux soins de premier recours. Et là, on va le faire notamment, vous le faisiez déjà avec la FGSU, mais il y aura également tout ce qui est premier recours en santé mentale et concourir à la formation, qui était déjà le cas, mais c'est d'autant plus appuyé, et à la recherche. Si on reprend les éléments de manière un petit peu détaillée, toute la première partie concernant la dispensation des soins, en fait, l'idée, ça va être d'avoir un processus qui va permettre d'identifier et d'harmoniser les traitements en cours ou à venir en associant le patient et en favorisant la communication entre les professionnels. Donc, on a vraiment un rôle de coordinateur et de lien entre les professions
qui interfèrent dans la prise en charge du patient. Concernant le concours à la formation, c'est quelque chose que vous avez bien vu en formation initiale, vous êtes amené à avoir des professionnels de terrain qui viennent vous donner, qui font des interventions, mais également quand vous êtes en stage, ce sont des professionnels de terrain aussi qui vous accompagnent et qui vous encadrent par rapport à vos stages. Tout ça, c'est fortement appuyé et accentué avec cette nouvelle loi. Et concernant les données, le concours à la recherche, les données probantes, si vous voulez, sont beaucoup plus mises en avant. Ce métier est en constante évolution et évolue en permanence. Et on a de plus en plus besoin de s'appuyer sur les données probantes et se remettre en question sur les bonnes pratiques en lien avec les recherches qui évoluent de jour en jour. C'est pas parce que vous avez eu votre diplôme que c'est fini, vous n'avez plus rien à apprendre et qu'il ne faut pas se remettre en question et se remettre à jour par rapport aux nouvelles données. Donc, c'est d'autant plus appuyé. Ces nouvelles données, elles s'acquièrent à travers la recherche. Et donc, c'est énormément mis en avant dans cette nouvelle loi. Donc, le 4e point, dans cette loi, il y a cette reconnaissance des infirmières scolaires et universitaires comme une spécialité. Et également le statut des infirmières en coordinateur des EHPAD. C'est des nouveaux statuts qui existent à travers cette loi, qui va du coup permettre de reconnaître des choses qui étaient déjà existantes, mais qui n'étaient pas cadrées par une loi. Donc du coup, là, on vous a fait une synthèse des points essentiels de la loi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une loi s'applique à partir du moment où nous avons les décrets et les circulaires qui sont aussi votés et qui sortent. Donc aujourd'hui, au niveau des décrets, nous avons les domaines d'activité et compétences infirmiers qui sont en attente. Vous voyez qu'un certain nombre de décrets vont arriver au fur et à mesure de l'année. Alors pour un certain nombre, on espère d'ici juin, mais le temps n'est compressible. Donc on attend tout ce qui est en lien avec le cadre d'exercice de la consultation infirmière, de manière à ce que le décret précise bien comment nous devons la mettre en œuvre. Un décret en lien avec la pratique avancée des IA, des IBOD et des IPDE. Au niveau des missions et des conditions de nomination de l'infirmier coordonnateur, donc vous voyez que tous ces nouveaux termes qui apparaissent, toutes ces nouvelles missions, en fait, vont être décrites dans les décrets et les arrêtés vont préciser quel est notre champ d'action et quels sont nos actes. Donc, on attend aussi un décret sur les modalités de déclaration d'interruption d'activité et d'évaluation de compétences. Donc, vous voyez qu'on va être amené à montrer que nous sommes tout le temps dans l'évolution de notre métier et que nos compétences augmentent, ou si nous arrêtons notre profession, il va y avoir aussi des déclarations à réaliser. Des décrets relatifs à l'organisation d'expérimentation d'actes hors rôle propre. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas trop de détails. Et la mise en œuvre de la spécialité infirmière de l'éducation nationale. Donc il y aura vraiment un décret en lien avec cette mission spécifique. Ensuite, on attend des arrêtés qui vont préciser la liste des produits de santé et examens complémentaires prescrits par les infirmiers, la liste des actes et soins réalisables dans chaque domaine d'activité. On attend aussi un arrêté qui va préciser de façon plus importante le rôle propre de l'infirmière, entre autres la gestion des plaies en autonomie et la prescription, et un arrêté qui précise les compétences de l'infirmier diplômé d'État. Alors, le décret qui découle de cette loi, qui nous permet de préciser effectivement comment elle est mise en œuvre, donc ce décret qui est relatif aux activités et compétences de la profession. Donc, ce décret du 24 décembre 2025, il a vraiment précisé et structuré le champ de l'exercice infirmier qui est attendu à ce jour. Donc, oui, il y a les missions infirmières qui ont été bien identifiées. On reprend l'importance, le raisonnement, l'expertise clinique infirmière qui ressort en fait de ce décret. Tout ce qui concerne la promotion, prévention de la santé, l'éducation à la santé, le suivi des patients, mais également aussi la coordination des parcours. C'est vrai que l'hôpital, ce jour, n'est qu'une étape dans l'organisation du système de soins et il est important de pouvoir, pour un infirmier, coordonner les différents parcours, que ce soit privé, public, que ce soit au niveau hospitalier ou extra-hospitalier, en tout cas sur un territoire donné. Et c'est une des missions qui est également attendue des infirmiers en fonction, bien évidemment, des postes qu'ils occupent, mais en tout cas c'est ce qui va être réellement attendu par les infirmiers. Mais c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui s'est installé. Il y a des secteurs où ça s'est un peu plus développé que d'autres. Je pense notamment en oncologie, en hématologie, enfin soins palliatifs également. On a vraiment des infirmiers coordinateurs sur ce profil-là, mais pas que. C'est vraiment une plus-value et c'est ce que la loi et le décret mettent en avant.
Si je prends l'exemple de Monsieur Dupont, qui est diabétique depuis de nombreuses années, donc il est avec une pathologie chronique. Avant la loi, Monsieur Dupont, il consultait son médecin pour ajuster son traitement et le médecin traitant pouvait faire des ajustements et une prescription d'infirmière que Monsieur Dupont devait aller voir pour mettre en œuvre soit des glycémies régulièrement ou réaliser des injections de son traitement et l'infirmière devait surveiller ces injections et puis c'est tout. La prescription, elle disait que ça. Donc, en fait, il y avait peu d'autonomie décisionnelle de l'infirmière. Elle appliquait la prescription faite par le médecin. Et ensuite, avec ses résultats, même si l'infirmière, on le sait, analysait les résultats et pouvait donner des informations aux patients sur ces résultats, pour des réajustements de traitement ou modifier quoi que ce soit, le patient devait retourner voir son médecin avec ces éléments. Avec cette nouvelle loi, M. Dupont, il peut directement aller consulter une infirmière sans forcément aller voir son médecin, qui pourra, elle, ajuster le traitement. On est d'accord qu'on est sur un patient à pathologie chronique qui se connaît depuis de nombreuses années et qui suit le même traitement depuis de nombreuses années. Et donc, cette infirmière va réaliser une consultation infirmière qui sera identifiée en tant que telle, va analyser ses glycémies, va aussi analyser son alimentation, l'observance du traitement du patient. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'on vous apprend aujourd'hui à faire au quotidien. Mais là, cette fois-ci, ce sera acté dans la loi que vous avez le droit de le faire et que suite à cette analyse, vous posez un diagnostic et vous pouvez mettre en place des actions. Et là, notamment, dans ces actions, alors il y aura des actions d'éducation sur lui réapprendre à équilibrer son alimentation si on se rend compte que son alimentation est déséquilibrée, mais on pourra aussi, là, être amené à lui prescrire une ordonnance pour qu'il aille acheter un capteur de glycémie, par exemple. On se rend compte que son capteur, il n'arrive pas à bien l'utiliser ou il n'en avait pas, donc on pourra prescrire sans forcément que le patient retourne voir le médecin. Donc, en fait, on est censé pouvoir gagner du temps dans le parcours de soins du patient et d'améliorer la prise en charge du patient. Donc, demain, avec cette loi, l'infirmière, en fait, elle ne fait pas que surveiller et finalement donner des conseils, parce que jusqu'à présent, c'est ce qu'on faisait. On surveillait, on analysait, on donnait des conseils, mais on ne pouvait pas aller plus loin à part dire au patient, retournez voir votre médecin pour qu'il vous prescrive ceci ou qu'il vous explique cela. Là, maintenant, l'infirmière, elle va surveiller, elle va également décider, analyser, elle va pouvoir agir directement. Bien évidemment, jusqu'aux limites de ses capacités. Et si jamais elle ne peut pas répondre de par ses nouvelles compétences, elle coordonnera en orientant vers le médecin, si besoin, pour retravailler les choses, ou vers un autre professionnel, ça peut être un diététicien. Et du coup, l'importance des arrêtés concernant la liste des médicaments concernés, parce qu'on ne pourra pas être autonome sur la totalité des traitements. Il y aura des conditions, il y aura des protocoles, il y aura vraiment des choses très, très légiférées. La deuxième situation, c'est Madame Martin, qui est résidente en EHPAD, elle chute et perte d'autonomie. Donc, l'infirmier, avant cette loi, l'infirmier contacte le médecin de la structure ou de ville et applique les prescriptions, coordonne un peu. Il y avait une certaine délégation, mais c'était flou. Maintenant, en fait, ce qu'on va demander à l'infirmier, c'est d'évaluer la situation globale de Madame Martin, physique, psychologique, environnementale. Madame Martin consultera directement l'infirmier pour ajuster son traitement, qui posera le diagnostic infirmier, donc qui va analyser la situation. Qu'est-ce qui a fait que Madame Martin a chuté? Elle mettra en place des actions, ça peut être un plan de prévention des chutes, une adaptation des soins, la prescription d'examens complémentaires pour comprendre l'étiologie de la chute, mais ça peut être aussi l'ajustement de la prise en charge. Et puis, elle va coordonner, comme tout à l'heure, soit vers un médecin si en effet cela dépasse son champ de compétences, soit avec le kiné, mais également avec les aides-soignants pour pouvoir créer vraiment un projet de soins personnalisé. Tout à l'heure, on vous parlait du rôle de coordination du parcours de soins ou des soins du patient. Là, l'infirmier devient réellement un coordinateur central. C'est vraiment le pilote du parcours. Alors, bien sûr, la loi concerne la profession infirmière, mais on sait très bien qu'une collaboration étroite avec les aides-soignants et que les aides-soignants sont vraiment les yeux de l'infirmière au quotidien et que pour pouvoir analyser et faire toutes ces analyses dont on vient de parler, l'infirmière a extrêmement besoin de l'aide-soignant. Et donc, aujourd'hui, l'aide-soignant va réaliser des soins d'hygiène, observer des choses et le transmettait. Demain, avec cette loi, l'observation clinique que l'aide-soignant va transmettre à l'infirmière sera primordiale puisque l'aide-soignant va remarquer des choses. Donc, on vous a donné des exemples là, d'une fatigue inhabituelle ou une perte d'appétit ou un changement de comportement. Donc, l'aide-soignante va alerter l'infirmière et l'infirmière, suite à ces éléments, va faire cette analyse en binôme, bien évidemment, avec l'équipe d'AS et agir en conséquence les uns avec les autres. Alors, c'est déjà ce qui se faisait, il n'y a rien de réinventé, sauf qu'aujourd'hui, la loi dit que c'est son rôle. Et du coup, le référentiel de 2021 des aides-soignantes prend tout son sens aussi, avec effectivement une part importante dans
le raisonnement clinique, dans l'évaluation des risques pour permettre effectivement de remonter l'information, d'alerter l'infirmière qui, elle, de son côté, pourra coordonner, voire modifier certaines prescriptions, par exemple. Donc, vous voyez que tout, finalement, les textes n'arrivent pas les uns derrière les autres par hasard, mais tout se maille à un moment donné. En fait, on passe à un métier qui pouvait être considéré technique de par les textes jusqu'à présent, au métier qu'on réalise vraiment sur le terrain depuis de nombreuses années, c'est-à-dire un métier clinique, autonome et décisionnel, avec un travail individuel, mais qui ne peut se faire qu'en équipe finalement, et de manière coordonnée. Donc la loi met à plat des choses qui étaient faites depuis de nombreuses années. Alors, qui est concerné par ces changements? Puisqu'on pourrait penser que si la loi est parue en 2025, seuls ceux qui ont été diplômés après 2025 seraient concernés. Bien sûr, non. Tous les infirmiers diplômés d'État, qu'ils soient ou non diplômés après la loi, sont concernés. Les infirmiers anesthésistes et IPA, dont on parlait tout à l'heure, et dont l'exercice repose également sur un socle commun de compétences, sont concernés. Ça suppose en effet que ces infirmiers déjà diplômés se forment, montent en compétences, exercent ce qu'on appelle une veille législative, c'est-à-dire qu'ils soient au courant de la loi, parce que nul n'est censé ignorer la loi, ce d'autant plus qu'elle s'applique à eux, donc ils sont régis par cette loi, donc ils doivent pouvoir mettre à jour leurs connaissances, leurs compétences et pour parfois avoir des formations en lien avec cette montée de compétences. Ça va également s'appliquer à nous et vous, puisque les instituts de formation soins infirmiers doivent intégrer ces nouveautés dans la formation, et c'est pourquoi d'ailleurs un décret et un arrêté sont parus, puisque nous avons ce qu'on appelle un nouveau référentiel de formation qui est paru en février 2026 et qui inclut et qui tend vers la mise en œuvre de cette loi, qui va permettre aux futurs professionnels d'une part et aux futurs encadrants que vous êtes malgré tout, mais ce n'est pas encore diplômé, c'est bien à vous que cela s'adresse, de pouvoir mettre en œuvre concrètement, faire vivre cette loi et lui donner du sens pour que ça ne reste pas quelque chose uniquement sur un papier, mais que ça puisse répondre aux besoins du monde de la santé de manière très large. Vous, demain, c'est une autonomie beaucoup plus importante et beaucoup plus développée, et en tout cas une autonomie inscrite dans la loi, c'est ça qui est important. Des responsabilités qui vont avec, à partir du moment où on vous donne accès à la prescription, on vous donne accès à la consultation, votre champ de responsabilité va aller en augmentant aussi, et des compétences cliniques certaines. Ça veut dire qu'on ne peut plus se contenter d'avoir un minimum de connaissances, il faut avoir des connaissances certaines, appuyées tant en anatomie, physiologie, pharmacologie, pour pouvoir répondre à ces missions-là. En tant que futur aide-soignant, vous avez cette notion de collaboration qui existe maintenant depuis effectivement de nombreuses années, mais dans lequel vous allez prendre une part importante dans l'observation, les informations recueillies et transmises à l'infirmière, avec parfois des délégations d'actes selon certains protocoles de service et un rôle du coup renforcé. Vous prenez toute votre place auprès du patient et auprès de l'infirmière. Donc, vous voyez qu'on a une profession qui est en train de prendre un virage de responsabilité et d'autonomie importante. Parce qu'effectivement, lorsqu'on peut entendre des fois, pour certains, c'est pas moi, c'est le médecin, ou je vais vous renvoyer au médecin, ou je pense qu'il faut tous prendre conscience que l'infirmière prend une place importante. Et en soi, c'était déjà ce qui se faisait au quotidien, mais qui n'était pas aussi clairement défini ou reconnu. Donc maintenant, ça l'est. Alors c'est une chance pour notre métier, mais c'est aussi du coup, en termes de responsabilité, là, c'est noté qu'on est responsable. Merci pour la qualité de cette présentation. Et nous verrons ensuite dans les mois à venir pour vous présenter le nouveau référentiel de formation qui va découler de ce référentiel métier. Donc, merci de votre écoute.